Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour une grosse vidéo aujourd'hui, qui sera un peu la vidéo, je pense, du mois de novembre, consacrée à un sujet qui est quand même beaucoup dans les discussions, qui est sur l'intelligence artificielle. Au travers de cette vidéo, on va se poser plusieurs questions. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est du bullshit ou est-ce qu'il y a une véritable rupture technologique? S'il y a une rupture technologique, est-ce que il y a derrière une bulle boursière qui s'est formée? Et s'il y a une bulle boursière, est-ce qu'elle va éclater? Quand elle va éclater? Et si elle éclate, de quelle manière cet éclatement va se faire? Une vidéo assez complète que je vous invite d'ailleurs à partager, à commenter, parce que justement, je vais aborder pas mal de sujets qui sans doute vous concernent aussi dans la vie de tous les jours. Je ne vais pas me contenter effectivement de parler de cours boursiers. Je vais citer des exemples concrets d'application de l'IA et on va essayer de voir ensemble l'impact que ça aura sur la bourse, bien sûr, mais également sur le marché de l'emploi. Donc restez jusqu'au bout. La vidéo sera un petit peu longue, mais elle sera chapitrée, donc ce qui vous permettra effectivement de pouvoir balayer la vidéo au rythme qui vous arrange. Donc sans tarder, on va attaquer un petit peu la présentation. Donc, vous voyez, voilà, c'est le petit schéma hein, un petit peu nul ou pas bulle sur l'IA. Alors, tout d'abord, on va déjà répondre à la première question. Est-ce que l'IA, c'est du bullshit? Parce qu'il y a eu déjà des révolutions bullshit dans le passé, ou est-ce il va y avoir de réels impacts sur la vie de tous les jours? Moi, je vais, je vais casser le suspense, euh, répondre à cette question. La réponse est clairement non. La révolution IA, c'est pas du bullshit. Il y a une véritable révolution. Et je vais vous citer trois exemples que j'ai expérimentés durant ces 2 derniers mois, donc c'est très récent, qui m'ont clairement montré à quel point l'intelligence artificielle pouvait vraiment changer nos vies. Donc je vais parler d'un premier exemple qui est la résolution d'un problème de mathématiques dispensé en première scientifique de difficulté assez élevée dans un des meilleurs lycées de France. On va essayer de voir un peu comment l'IA réagit face à ce type de problème. Deuxième exemple, on va prendre le cas d'un investisseur qui a 50 ans, qui a des problématiques de préparation à la retraite, des décès proches, et en matière de conseil en gestion de patrimoine, pareil, comment l'IA peut résoudre ce type de problème. Et enfin, j'aborderai un troisième exemple, c'est comment est-ce que l'IA peut nous aider à résoudre des problèmes de travaux, de mécanique, mécanique automobile, et voir un peu est-ce que l'IA peut et comment elle peut nous aider. Donc, restez jusqu'au bout. Donc, je vais détailler un petit peu des exemples avec des partages d'écran. Alors, sans plus attendre, on va passer au premier exemple. Donc, premier exemple, hop là, voilà, je passe. Voilà, alors, excusez-moi le temps de partager mes écrans. Je suis pas forcément euh, toujours à l'aise avec tout ça. Donc voilà. Donc pardon, excusez-moi encore. J'arrête le partage. Ah, attendez, hop, partage. Hop, voilà, excusez-moi, c'est bon. Voilà. Donc là, on va faire un premier partage d'écran. Voilà, donc que j'ai eu à être confronté. Donc je devais aider une élève qui est en première scientifique dans un des meilleurs lycées de France que j'ai moi-même fréquenté il y a 30 ans. euh, et qui doit résoudre ce problème que vous voyez à l'écran. Donc un problème de première scientifique, mais, c'est quand même le meilleur lycée de France, hein. C'est un problème qu'on peut rencontrer en maths sup, en classe préparatoire scientifique aux grandes écoles. Voilà le problème. Donc vous avez un polynôme. Évidemment, il y a deux solutions, alpha et bêta. Évidemment, ce serait trop facile. On ne cherche pas à calculer alpha et bêta, mais il faut calculer directement.
ces quantités-là et il faut trouver un polynôme dont alpha cube et bêta cube sont solutions. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Et donc j'ai rentré ça dans ChatGPT et ben regardez, hein, alpha cube plus bêta, alpha carré plus bêta carré, hop là. Donc vous voyez, j'ai fait un copier-coller. Hein, je n'ai pas cherché à mettre ma prose. Hein. Et là directement l'IA, voilà, alpha plus bêta carré. Ok, on va poser S1 égale alpha carré plus bêta carré. Ensuite il va recalculer S1, il va réexpliquer S1. Et ensuite, à partir des formules, il va recalculer alpha plus bêta, alpha bêta, puis il va en déduire la valeur de alpha carré plus bêta carré égale 57. Pareil, hein, je vais aller plus vite. Hein. 1 sur alpha plus 1 sur bêta. Pareil, donc l'intelligence artificielle, donc ChatGPT va dérouler le calcul et expliquer pourquoi bah, que 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 1,75. Pareil pour la quantité B moins 1 sur alpha plus alpha moins 1 sur bêta. Pareil, vous voyez, l'IA va dérouler tout le calcul pour arriver à moins 16. Deuxième question, déterminer un polynôme qui a pour solution, donc racine c'est des solutions, alpha cube et bêta cube. Là encore, hein, l'IA va calculer alpha cube plus bêta cube. Ensuite, elle va calculer alpha cube fois bêta cube. Et ensuite, elle va appliquer une formule de cours qui dit que si A et B sont solutions d'une équation, alors la somme et le produit sont solutions d'une nouvelle équation. Donc, du coup, bah, après avoir calculé l'addition et la multiplication, en conclusion, elle va appliquer ce théorème et elle va trouver par elle-même l'équation, donc le polynôme, dont la solution, c'est alpha cube et bêta cube. Donc c'est assez impressionnant. Vous voyez, voilà, ça c'est un exemple. Alors typiquement, ça, c'est le genre d'exercice, vous savez, après 30 ans que j'ai quitté les études, ça, c'est le genre d'exercice où, sans l'IA, j'aurais peut-être mis 2 ou 3 heures pour me replonger dedans, reprendre un petit peu les formules de cours sur les polynômes de second degré, etc. Et ensuite, bah, rédiger, il faut rédiger, résoudre le problème. Et là, vous voyez, l'IA, en 10 secondes, bah, non seulement elle a trouvé les solutions, mais en plus, elle explique, elle argumente pourquoi telle solution, quel théorème il faut utiliser pour passer d'un état à un état B. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, quand j'étais à l'école il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Il fallait carrément que j'aille à Gilbert Joseph, que j'achète 2, 3 livres, que j'aille à la bibliothèque, que j'emprunte 2, 3 livres, que j'essaie de trouver des exercices qui ressemblent un petit peu à celui-là, et ensuite que je construise ma propre argumentation. Alors que là, bah, l'IA, en fait, bah, elle fait ce travail pour moi. Donc là, c'est le premier exemple. Donc voilà, un exemple, voilà, un enfant, enfin un élève, un étudiant a besoin d'un prof particulier pour résoudre un problème. Ben là, c'est un exemple concret de comment l'intelligence artificielle peut résoudre un problème comme un professeur en détaillant avec un niveau de détail qui est hyper élevé. On va passer au deuxième exemple, qui est un exemple que l'on rencontre. Alors là, cette fois-ci, qu'un investisseur peut rencontrer, qui est un exemple lié à la gestion de patrimoine. Donc, bah, typiquement, voilà, moi, je suis investisseur, je suis un citoyen particulier français vivant en France, âgé de 50 ans, et je me pose la question, hein, quel type de placements sont les meilleurs pour préparer ma retraite et protéger mes proches, sans évidemment faire appel, m'appuyer sur l'État et le système par répartition. Donc là, vous voyez, c'est une copie d'écran de ChatGPT. Donc je pose la question, voilà, donc du coup, alors ChatGPT, comment? Très bonne question. À 50 ans, il est encore tout à fait possible d'optimiser votre épargne pour préparer la retraite tout en protégeant vos proches. Les meilleurs placements dépendent bien sûr de votre situation, revenus, patrimoine, aversion au risque, objectif précis. Voici une stratégie globale structurée avec les différents types de placements envisagés. Donc, ChatGPT va récapituler ma question et il va donner une vue, ce qu'on appelle l'approche globale qu'un très bon conseiller en gestion de patrimoine est censé appliquer. À 50 ans, il faut
consolider le capital déjà acquis, limiter les risques excessifs, je lui donne raison, optimiser la préparation de la retraite, revenus complémentaires, fiscalité, protéger la famille, transmission, assurance décès, épargne de précaution. Donc là, en fait, l'IA, vous voyez, tout de suite, plante le décor et va donner une synthèse en français de ce qu'il faut faire. Et là, et c'est ça qui est impressionnant, l'IA ne va pas juste se contenter de là, elle va détailler. Et donc, petit à petit, donc elle va ensuite développer, comme quand vous rédigez une dissertation, première partie, la retraite, les placements pour la retraite. Alors, que conseille l'IA? Il faut ouvrir un plan d'épargne retraite. Et là, l'IA explique pourquoi. Un avantage fiscal immédiat, les versements sont déductibles de votre revenu imposable, vrai. Souplesse à la retraite, donc à la retraite, vous pouvez sortir en capital, en rente ou en mixte, tout à fait exact. Un transfert facile, on peut facilement regrouper plusieurs plans d'épargne retraite, des pertes, des madelins. Effectivement, c'est vrai aussi, puisque je l'ai fait. Plusieurs investisseurs qui ont choisi de me faire confiance ont transféré leur PER ouvert il y a plusieurs années vers un PER que je gère pour eux. Et enfin, support disponible, vous avez un fonds euro sécurisé, plus un choix d'unité de compte, actions, SCPI, obligations. C'est encore vrai. Recommandation, si vous êtes encore imposé à une tranche marginale d'imposition élevée, 30% ou plus. C'est tout à fait le type de conseil que je donne en rendez-vous avec des personnes qui font appel à mes services. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, vous voyez, hein, l'intelligence artificielle, elle a expliqué, voilà, retraite, voilà les différents, la stratégie. Premièrement, le PER, pourquoi? Ensuite, l'assurance vie. L'assurance vie, placement polyvalent, capital disponible à tout moment, contrairement au PER, fiscalité douce après 8 ans, avec un abattement de 4 600 euros ou 9 200 sur les gains, transmission optimisée jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire hors succession, les supports sécurisés ou les unités de recommandation, gardez une ou plusieurs assurances vie ouvertes avant vos 70 ans. Et effectivement, mais c'est exactement le conseil que je donne. J'encourage clairement les personnes à ouvrir, qui sont dans ce cas-là, à ouvrir une assurance vie et de ne pas attendre 70 ans avant de le faire. Ensuite, autre manière de préparer la retraite, là encore, l'IA continue à dérouler, l'immobilier. Et là, l'immobilier, deux types d'immobilier, l'investissement locatif, qui offre des revenus complémentaires à la retraite, la possibilité d'optimiser fiscalement, Pinel, LMNP, déficit foncier. Petit bémol, le Pinel n'est plus accessible puisque ça fait déjà 1 an et demi qu'on ne peut plus faire de Pinel puisque la niche fiscale a été arrêtée. Voilà, petite coquille de l'IA, ça arrive. Et attention à la fiscalité et à la gestion locative, ce qui est clairement vrai. Les gens qui s'amusent à faire des investissements locatifs par eux-mêmes en faisant les travaux et tout, là, effectivement, c'est exactement le conseil que je donne. Attention à la fiscalité. Moi-même, j'ai un LMNP. Je passe par un cabinet comptable pour déclarer les amortissements à l'administration fiscale. Je ne vais pas m'amuser à faire ça moi-même. Deuxième type de placement immobilier, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de faire appel au crédit ou qui n'ont pas 200 ou 300 000 euros, les SCPI, et là encore, c'est exactement, enfin, c'est un conseil que j'aurais pu donner. Accès à l'immobilier sans gestion directe, la SCPI, bon compromis entre le rendement, 4-5% brut et diversification. Alors là encore, petit bémol, ça dépend des SCPI. 4-5%, c'est une moyenne. Il y a des SCPI qui sont à 2%, donc qui sont assez décevantes. Et puis, il y a des SCPI qui sont plutôt en brut, avant fiscalité, à 5, 6, voire 7%. Donc là, encore à voir. Et fiscalité à surveiller suivant le mode de détention. Et enfin, dernier, pour celles et ceux qui aiment bien le risque, qui ont envie d'acheter des actions en direct, vous avez le plan d'épargne action. Alors, si vous vous souvenez, j'ai posé une question globale. Je suis un investisseur, je veux préparer ma retraite et protéger mes proches. Et là encore, l'IA va dérouler assurance décès prévoyance, clause bénéficiaire adaptée, etc., etc., etc. En conclusion, l'IA va même proposer une répartition indicative pour les personnes qui ont 50 ans. Donc, assurance vie, fonds euro plus UC, premier produit, l'objectif retrait-transmission, en phase avec mon besoin que j'ai écrit plus haut dans la question que j'ai adressée à l'IA, 30 à 40%. Plan d'épargne retraite individuelle, objectif exclusif pour la retraite
et l'avantage fiscal 20 à 30% du patrimoine. L'immobilier direct ou SCPI, suivant mon envie de faire un crédit ou pas, qui offre des revenus futurs pour ma retraite, 20 à 30%. Le PEA, si j'ai envie de jouer, de faire mumuse avec les actions, 10 à 20%. Et enfin, l'épargne de précaution, la sécurité, qui assure la sécurité, 5 à 10%. Donc, regardez un peu la puissance de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, en plus de dire, bah, vous voyez, elle aurait pu très bien, de manière bête et méchante, de dire, bah, OK, bah, faites de l'assurance vie ou du PER. Non, l'IA a, a reformulé les objectifs que moi, en tant qu'investisseur, je lui ai adressés. Et ensuite, elle a déroulé de manière détaillée objectif par objectif, et ensuite elle donne une conclusion. Et par étape pratique, faire un bilan retraite, évaluer la fiscalité, diversifier vos supports, mettre à jour votre clause bénéficiaire. C'est exactement ça. Et là, l'IA pose une question. Souhaitez-vous que je vous fasse une stratégie personnalisée avec un exemple chiffré de répartition et de revenus à la retraite selon vos revenus actuels, votre épargne disponible, votre objectif de revenu à la retraite. Ça, typiquement, c'est exactement ce que c'est exactement le travail que devrait faire un très bon CGP. Je ne parle pas des CGP moyens qui vendent des produits. Même un très bon CGP qui va passer du temps à faire ça, bah, regardez, l'IA le fait de manière tout à fait naturelle. Donc ça, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques mois, hein. Il y a encore 1 ou 2 ans, ça n'existait pas. Donc, et là, ouais, je peux pas taper la question, hein, voilà, j'ai un patrimoine de 50 000, n'importe quoi, euros. Je gagne 3 000 euros et dépense 2 000 euros par mois. Que me conseillez-vous? Ah là, hein, on pose la question. Hop là! Excellente question. Voilà, donc là, vous voyez la vitesse. Regardez la vitesse à laquelle l'IA, bon, là, on va passer à la constitution de l'épargne, patrimoine. Regardez, voilà, elle est en train de faire le bilan patrimonial. Regardez, voilà, elle donne la répartition de ce qu'il faut faire, épargne patrimoniale, épargne mensuelle. Donc, comment on gère le stock, comment on gère le flux, c'est vraiment impressionnant. Et comment les flux peuvent être répartis suivant les différentes enveloppes, protection des proches, qu'est-ce qu'il faut faire, projection indicative. Et là, l'IA projette à l'âge de la retraite, j'ai 50 ans, à 65 ans, si j'applique effectivement cette stratégie, combien mon patrimoine sera dans 15 ans et combien ce patrimoine pourrait me rapporter. Donc c'est vraiment impressionnant. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, mais c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment bluffant. Et voilà. Donc là, clairement, voilà le deuxième exemple qui montre très clairement que l'IA, c'est pas du bullshit. On voit vraiment la puissance. Vous voyez, avec une petite question, j'ai 50 ans, je veux préparer ma retraite et on voit l'IA qui déroule et qui pose des questions, qui me pose de nouvelles questions avec des exemples chiffrés et qui va me reproposer quelque chose de plus en plus personnalisé. Donc vraiment impressionnant. Et là effectivement, oui, on est en train de vivre une révolution comme l'humanité en a rarement vu dans l'histoire, hein, l'apparition de l'écriture, l'imprimerie, l'électricité, la révolution industrielle, la révolution technologique. Là, on vit une vraie révolution. Vous voyez, vous voyez, là, en direct, je viens de vous dérouler un bilan patrimonial que propose l'IA à une personne lambda qui a 50 ans. Donc là, on va passer au troisième exemple. Troisième exemple. Donc là, je refais un petit partage d'écran. Alors, laissez-moi un petit peu de temps pour revenir. Voilà. Alors, partage d'écran. Donc, c'est le troisième exemple. Donc là, je vais pas vous remettre ce que mes échanges que j'ai eu avec ChatGPT et YouTube. C'est quelque chose qui date d'il y a un mois. Donc, il y a un mois, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème avec ma voiture. Je l'ai amené au garage. Le garagiste m'a changé les pneus, les freins, les liquides. Vous savez, bah, les liquides pour passer les vitesses, l'huile, etc. Mais en faisant ça, en fait, le garage a réactivé une sécurité constructeur parce que bah, les voitures, elles ont une sécurité pour empêcher les démarrages intempestifs. Mais ça, en fait, le garagiste ne le savait pas. En faisant ça, il a réactivé une sécurité. Et à la sortie du garage, ma voiture ne démarrait plus.
Donc, le garagiste, lui, bah, je l'avais déjà payé et tout. Donc, lui, bah, il a appuyé sur tous les boutons. La voiture, elle a démarré. Même lui, il savait pas comment. Du coup, bah, je suis ressorti avec ma voiture. J'arrive chez moi. J'arrête ma voiture. 1 heure après, j'essaie de la redémarrer. Ça marchait plus. Et là, elle n'en redémarrait plus du tout. Je rappelle le garage, je lui explique le problème et là il me dit, désolé monsieur, c'est un problème électronique, ça vient du constructeur, voyez ça avec votre constructeur, c'est une Clio 3, donc c'est Renault, groupe Renault. Nous, on n'est pas responsable. Je ne vais pas leur jeter la pierre, eux, ils se prétendent pas experts Renault. Ils m'ont changé les freins, la voiture, c'est très très bien, ils ont fait du super boulot. Donc moi, on était mercredi soir, jeudi matin, j'appelle le garage Renault pour dépanner ma voiture et qu'il me fasse les réglages qu'il faut pour que ma voiture soit disponible. Parce que j'en avais besoin lundi pour amener mes enfants à l'école. Parce que voilà, sans m'attarder sur ma vie privée, ma fille est scolarisée dans un collège hors secteur avec d'autres enfants voilà, d'autres enfants de sa classe, et il n'y a pas de transport en commun. Donc, on se relaye avec les parents pour déposer les enfants à l'école. C'était mon tour. Lundi, c'était mon tour. Panique, jeudi, j'appelle Renault, ma voiture ne marche pas. Et là, évidemment, je tombe sur des secrétaires, hein, des assistantes administratives qui me disent, oui, on n'a pas de temps, on est occupé, revenez dans un mois. Je dis, ouais, mais ma voiture, j'en ai besoin pour dans 3 jours. Ah, oui, mais bon, on n'y peut rien, on est occupé, hein. Tous nos conseillers sont en ligne, enfin, blablabla. Alors, je dis, OK, est-ce que vous ne pouvez pas me louer? C'est pas grave, je paye le prix qu'il faut, je paye le prix qu'il faut. Me louer, me mettre à disposition une voiture en location avec votre prix et le mien, il n'y a pas de problème. Parce que lundi, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin d'amener des enfants à l'école. Ah bah non, on peut pas, on sait pas, on peut pas. Contre, dans un mois, quand vous viendrez réparer votre voiture, on pourra vous prêter une voiture. Alors, ça fait rire, hein, on pourra vous prêter une voiture en location dans un mois. Je dis, ouais, mais madame, moi, la voiture, j'en ai besoin dans 3 jours. Ah bah ça, on peut rien faire, débrouillez-vous. Oh, super. Donc là, donc du coup, bah moi, pris de panique, je vais sur ChatGPT et je mets problème Clio 3 qui ne démarre pas, problème sans doute lié à un problème de sécurité électronique constructeur. Et là, l'IA me dit, bah voilà, problème de sécurité, votre voiture a probablement un problème numérique, enfin, qui est lié électronique à l'allumage. Afin de résoudre ce problème, vérifier la position du levier de vitesse et de la clé de démarrage, et ensuite réinitialiser les systèmes via un débranchage et un rebranchage de la batterie. Déjà, l'IA me dit ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai jamais débranché de batterie de ma vie. Donc là, pour le coup, je me suis servi de YouTube. J'étais sur YouTube. Comment débrancher et brancher une batterie Clio 3. Donc là, j'ai eu un tuto YouTube. J'ai sorti ma clé à molette. J'ai pris mon PC avec YouTube. J'ai débranché la batterie. Je l'ai rebranché. Ça a réinitialisé tous les capteurs électriques. Je suis monté dans la voiture. Là, j'ai appliqué le conseil de ChatGPT. J'ai pris ma clé et effectivement, j'ai allumé ma voiture et au même moment où je pousse le levier de vitesse vers la gauche. Parce qu'effectivement, comme c'est une voiture automatique pour éviter que les enfants ils tournent la clé et puis que la voiture parte toute seule, vu que c'est une automatique, effectivement, sur le levier de vitesse, il y a un sens marche-arrêt. Et effectivement, pour que la voiture démarre, il faut à la fois tourner la clé et pousser le levier de vitesse à gauche dans le sens de la marche. Et là, ça allume la voiture. Donc, j'ai pu résoudre ce problème. Bon, c'était pas évident. Donc, il a fallu, vous voyez, débrancher la batterie, rebrancher la batterie pour mettre à plat tout le système numérique et ensuite utiliser les conseils de ChatGPT pour démarrer la voiture. Voilà. Donc là encore un troisième exemple qui m'a permis de résoudre, alors que j'étais prêt à payer, mais j'étais prêt à casser la tirelire, quoi. Vous voyez, j'ai des enfants, je suis responsable d'enfants, donc pas seulement les miens, mais ceux de voisins à amener à l'école. Moi, moi j'étais prêt à balancer 400, 500 euros pour résoudre ce problème. Sauf qu'en face, oui, j'ai des gens qui en ont rien à foutre. Enfin, alors que bon, si j'avais amené ma voiture, je pense que le garage en question
pense qu'en 1 heure, il aurait réglé mon problème. Il m'aurait facturé 400 balles de main-d'œuvre, parce qu'il n'y avait pas de pièces à changer. 400 balles en 2 heures, c'est 200 euros l'heure. J'étais prêt à payer ce prix. Et 200 euros l'heure, il n'y a pas beaucoup de métiers où vous gagnez 200 euros de l'heure. J'étais prêt à le payer. Vous voyez, bon, les gens, ils s'en foutent. Bah, heureusement, ce qui m'a sauvé, bah, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'IA, couplé évidemment c'est pas juste un problème informatique, couplé effectivement à un tuto YouTube pour voir un peu visualiser comment on fait et effectivement un petit travail de ma part, prendre la clé à molette et puis desserrer et serrer des vis. Donc voilà un petit peu le troisième exemple, donc qui va nous permettre effectivement de répondre à la question, si on a un doute, est-ce que l'IA c'est du bullshit? La réponse est clairement non. On est en train de vivre une véritable révolution, hein, comme on en a rarement vu dans l'histoire, hein, l'invention de l'écriture, l'imprimerie, l'électricité, l'industrie, l'automobile, l'informatique, l'Internet. Là, on a une vraie révolution de l'intelligence artificielle. Et cela, ça va avoir un impact énorme sur les métiers. Comment, quel est le sens que chacun a entre nous? Je vais montrer 3 exemples. Bah, un prof particulier, bah, quand on voit l'IA avec la capacité qu'a l'IA de d'être didactique, d'expliquer avec des mots clairs en français comment résoudre un problème de maths, premier exemple. Deuxième exemple, comment l'IA est capable de répondre à une problématique de gestion en patrimoine avec des termes simples, avec un exposé, avec un plan, avec des chiffres, et rapidement. Ça pose question. À quoi sert un conseiller en gestion de patrimoine? Comment le métier de conseiller en gestion de patrimoine va évoluer? On peut citer d'autres exemples, les avocats, les comptables, bon. Et enfin, troisième exemple, bah, les travaux. Même les travaux manuels, bah, il y a pas mal de travaux qui sont facturés une blinde par des sociétés. Est-ce que ça vaut le coup de facturer 200 euros ou 100 euros de l'heure la main-d'œuvre, alors qu'effectivement, l'IA est capable de vraiment enfin, de vous accompagner, de vous prendre par la main pour vous dire ce qu'il faut faire. Donc là, ça pose de vraies questions. Alors, est-ce que pour autant, c'est quand même une chaîne sur les marchés, sur la bourse, est-ce que pour autant, les cours en bourse vont continuer à monter jusqu'au ciel? Et là, on va voir que la réponse n'est pas du tout évidente. Mais la réponse n'est pas du tout évidente. En fait, ce qui se passe, c'est on a une course vers l'abîme. C'est-à-dire que on a les entreprises hein, qui développent l'IA, bah, souvent les GAFAM, Microsoft, Google, Meta, Facebook, etc., qui se lancent dans une course. C'est-à-dire que ces compagnies-là sont aussi en concurrence les unes par rapport aux autres. On va prendre quelques exemples. Microsoft a annoncé avoir dépensé 14 milliards de dollars en un seul trimestre pour l'infrastructure IA, soit 79% de dépenses en plus par rapport à l'année dernière. Google, 12 milliards sur le même trimestre en hausse de 91%. Meta, qui va dépenser 40 milliards de dollars juste pour cette année. Le PDG d'Anthropic a dit que les modèles d'IA actuels coûtent 100 millions d'euros pour les entraîner, que dans l'année, on va monter à 1 milliard et que d'ici 2026, on sera à 5 à 10 milliards par modèle. Donc là, une explosion des chiffres, mais ce sont des dépenses. Ce ne sont pas des recettes, ce sont des dépenses. Une seule puce NVIDIA H100 dont on a besoin pour entraîner ces modèles, parce que l'IA, il faut l'entraîner, coûte 30 000 dollars. Et certains revendeurs facturent beaucoup plus. Donc, quand vous utilisez ChatGPT, Grok, etc., sachez que vous passez, ce sont des puces qui vont apprendre, qui vont utiliser des algorithmes d'apprentissage, et ces puces coûtent 30 000 dollars pièce. Donc, c'est des coûts énormes. Là, je continue. Un Meta a dit qu'ils achèteraient 350 000. Fait le calcul, ça fait 10 milliards de dollars juste pour les puces. Bon. Et ça empire, parce qu'acheter des puces, c'est bien, mais ensuite, il faut les stocker. Et donc, là encore, il faut stocker, il faut créer des énormes entrepôts de données, 412 000 pieds carrés, soit 5 fois plus qu'en 2010. Et donc, on a des entreprises qui sont dans une course à l'armement dont elles ne peuvent sortir
Parce que chaque fois qu'il y a une entreprise qui crée un modèle, bah, il y en a une autre qui va créer un modèle encore plus grand. Vous voyez, OpenAI paye des dizaines de millions juste pour licencier des articles de presse pour s'entraîner. Google a payé Reddit 60 millions de dollars pour leurs données. Netflix propose des salaires de 900 000 dollars pour des chefs de produits IA. Donc on a une course aux armements, sauf que derrière, sauf que derrière, bah, comment ces entreprises vont se rémunérer? C'est bien beau de dépenser des milliards pour l'IA, mais derrière, il faut que le client final y suive. ChatGPT, pour que ChatGPT marche, il y a des puces. Les puces, vous avez vu, elles ont des coûts énormes qui sont supportés par ces entreprises de l'IA. Mais vous, quand vous utilisez ChatGPT, moi j'ai utilisé ChatGPT devant vous, je vous en ai fait une démonstration. Combien ça m'a coûté? Zéro. Est-ce que ChatGPT a gagné de l'argent grâce à moi? Non. Donc la question va se poser, comment ces entreprises ont créé des choses énormes, qui ont, qui ont créé des choses énormes, bravo, mais comment elles vont faire pour se refinancer? C'est bien beau de dépenser des milliards d'investissements pour développer une technologie, mais comment on va refacturer ça au client final? Vous voyez un peu? C'est un peu comme si moi, je mettais en place entre guillemets, hein, des putains de modèles de gestion d'actifs, de trading, etc., que j'investis des dizaines de milliers d'euros à développer ces algorithmes, mais est-ce que je vais être capable de les proposer à des clients qui seront prêts à me payer des centaines, des milliers d'euros pour que je leur vende ces algorithmes? Et est-ce que ces algorithmes vont marcher à tous les coups? Et là, le problème. Et là, c'est une question. C'est une vraie question. Et quand on regarde un peu plus près, en fait, toutes les boîtes qui sont liées à l'IA, en fait, en, ça tourne en circuit fermé. Ça tourne en circuit fermé. Bah là, par exemple, on voit bien que les entreprises de l'IA, elles se tiennent en fait par la barbichette. On a Microsoft qui pousse des modèles plus petits, moins chers, et même eux admettent que le gros, c'est toujours de la référence. Et puis ensuite, vous avez l'abonnement de ChatGPT. Vous voyez, moi, j'ai fait gratuitement. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui paye 20 dollars par mois pour utiliser ChatGPT doit avoir une version sacrément poussée de ChatGPT. Et les modèles économiques montrent que même avec un abonnement de 20 dollars par mois, ben, ChatGPT ne parviendra pas à rembourser tous les investissements, à faire un retour sur investissement de tous les investissements qu'ils ont dû faire pour les puces. Et là, je vous montre un schéma. C'est pour ça que c'est un petit peu trompeur. C'est que vous avez en fait toutes ces boîtes de l'IA, en fait, elles échangent des données, des entrepôts de données et même de l'argent. Donc là, on voit Mistral qui envoie des choses à Nvidia, Nvidia qui retourne des choses à Mistral, OpenAI qui envoie des choses à Nvidia, Nvidia renvoie à OpenAI, qui renvoie à Microsoft, qui renvoie vers Nebius, Microsoft renvoie vers CoreWave, CoreWave renvoie vers Nvidia, etc., etc., etc. Donc en fait, on a tout un tas d'acteurs de l'IA qui, bah, qui s'échangent des données, de la technologie, beaucoup d'argent, mais derrière, ça tourne en circuit fermé. Parce que à la fin, celui qui doit payer, c'est le consommateur final. Et est-ce que ce consommateur final a envie ou est-ce qu'il peut payer pour avoir accès à cette IA-là? Ben, j'en suis pas sûr. J'en suis absolument pas sûr. Et d'ailleurs, celui qui en parle le mieux, c'est Monsieur l'archevêque de Mistral, qui est quand même une très très belle invention française sur l'IA, sur les cryptos. Alors, je ne connais pas exactement comment marche sa société. Mais par contre, j'ai suivi un petit peu il intervient beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et pour s'insurger contre l'attaque Zuckman, et il a raison. Pourquoi? Parce que Zuckman propose de taxer tous les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, tous professionnels y compris, supérieurs à 100 millions d'euros. Sauf que Monsieur l'archevêque, lui, sa fortune virtuelle, parce qu'il a fait une énorme levée de fonds, elle est estimée à 2 ou 3 milliards d'euros bah, via Mistral. Sauf que le problème, c'est que pour rester dans ce game, vous voyez, toutes les sociétés de l'IA qui échangent entre elles, qui sont dans la course, bah, Monsieur l'archevêque, il a dû lever d'énormes levées de fonds
pour que cette société puisse avoir les capitaux pour rester dans la course. Donc, en théorie, Monsieur l'archevêque, il a 2, 3, 4 milliards de patrimoine professionnel via cette société-là, mais cette société, elle ne génère pas de bénéfices pour le moment. Elle a fait des investissements, mais il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, si Monsieur l'archevêque, pour payer sa taxe de 2%, sa taxe Zuckman de 2% sur tout son patrimoine, ça veut dire qu'il va devoir, tous les ans, payer sonnant et trébuchant l'équivalent de 40 ou 50 millions d'euros au fisc, sauf que ces 50 millions, il les a pas. Donc, il va devoir s'endetter tous les ans et payer ses impôts à l'État sur un collatéral, sa société, hein, Mistral, qui peut très très bien demain valoir zéro. Et Monsieur l'archevêque, il le dit clairement, il dit, ça se trouve, ma boîte, elle vaudra plus rien. Il le sait, parce que sa boîte, elle évolue dans un environnement qui est hyper concurrentiel. Et donc, en fait, et c'est là que ça montre qu'effectivement, il peut y avoir une bulle. Parce que s'il n'y avait pas de bulle, si on sait que de toute façon, demain, les cours seront forcément plus élevés qu'aujourd'hui, je pense que Monsieur l'archevêque, il s'en foutrait de verser 2% de taxe Zuckman à l'État. Parce qu'il aurait la certitude que sa société, sa valorisation ne peut que monter. Mais les personnes averties savent très très bien qu'on danse sur un volcan. On le sait que, bah, on sait que d'un jour à l'autre, tout ça, ça peut se casser la gueule, sans forcément remettre en question la technologie. Et d'ailleurs, l'idée, c'est de vous montrer que, bah, en fait, il y a eu déjà des révolutions technologiques dans le passé qui se sont traduites par des catastrophes boursières. Des catastrophes boursières. Et effectivement, la question, c'est est-ce que révolution technologique implique forcément croissance boursière infinie? Et là, la réponse, pour le coup, elle est clairement non. Euh, donc oui, donc l'intelligence artificielle constitue un tournant, mais si on regarde dans l'histoire, il y a eu énormément de révolutions industrielles, numériques, technologiques, agraires, qui se sont matérialisées par des crises boursières gigantesques. La crise fait partie de l'histoire de la vie, fait partie de l'économie. Il n'y a pas d'économie sans crise, comme il n'y a pas de vie sans la mort. C'est parce qu'il y a la mort qu'il y a la vie. Le jour où la mort disparaît, la vie disparaîtra aussi. Ça, on n'y peut rien. Ben, c'est pareil avec ça. C'est pareil avec ça. Donc là, je vous montre la courbe du Nasdaq hein, depuis les années 90. Donc vous voyez la première bulle Internet. Hein, vous savez, il y avait Wanadu, AOL, Alcatel, Yahoo, etc. La bulle Internet a quand même accouché d'une vraie révolution numérique. Internet est rentré dans les usages, vous avez eu les téléphones, vous avez... puis, bah, vous voyez, le Nasdaq a quand même perdu 90% de sa valeur. Il est resté pendant quand même 15 ans à ne rien faire avant d'exploser. Hein. Maintenant, depuis maintenant plus de 10 ans, la bulle, enfin, le Nasdaq explose à la hausse pour arriver à plus de 25 000 points aujourd'hui. Et donc, la question, est-ce que ça va continuer à l'infini? Là, j'en mets ma main coupée. La réponse, elle est non. Ça ne va pas monter comme ça non-stop à l'infini. Ou alors, je vous présenterai un cas à la fin de cette vidéo où oui, ça peut éventuellement partir à l'infini. Mais c'est dans un contexte économique bien particulier. Donc là, on va faire un petit rappel historique sur les bulles qui ont eu lieu, les révolutions qui ont eu lieu. Hein. L'histoire économique regorge de réussites technologiques couplées à des catastrophes boursières. Première révolution technologique documentée, la révolution du transport maritime au XVIIe siècle. Dans les années 1600, enfin avant les années 1600, je vous rappelle que on se déplaçait en barque. Hein, c'était la barque, c'était la pirogue, hein, limite. À partir du XVIIe siècle, il va y avoir des compagnies de transport maritime vont se créer avec des grands voiliers, des bateaux. Alors d'abord des bateaux à voile, puis des bateaux à vapeur. Mais il va y avoir une révolution du transport maritime au XVIIe siècle qui va quand même avoir un impact pendant 2 siècles. Donc, il faudra attendre l'arrivée de l'avion au XXe siècle, donc 3 siècles après, pour créer une nouvelle rupture technologique. Mais cela n'a pas empêché qu'au XVIIe siècle,
malgré la révolution du transport maritime, on va avoir un krach boursier sur le secteur du transport maritime. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les compagnies de transport maritime ont vu leur cours boursier exploser parce que forcément, les marchés, même à l'époque, anticipaient cette révolution industrielle qui est le passage de la pirogue ou la barque vers le bateau à voile, puis le bateau à vapeur. Sauf que bah, les cours sont montés beaucoup trop haut et dès la fin du XVIIe siècle, on va avoir un krach boursier sur les sociétés de transport maritime qui ont quand même vécu encore 2 siècles, hein, qui a mis d'ailleurs sur la paille quelqu'un de célèbre que vous connaissez tous, qui est Isaac Newton. Vous voyez, Isaac Newton, le plus grand astrophysicien de l'histoire, et qui malheureusement s'est ruiné financièrement parce que bah, il était comme vous, comme moi, il voyait l'explosion de la technologie bah, du transport maritime. Il a investi son argent là-dessus. Patatras, on a eu un effondrement du cours bah, du transport maritime, alors que pourtant l'industrie du transport maritime c'est, a continué à prospérer au 18e, au 19e siècle. Voilà, donc voilà, ça c'est un exemple concret d'une révolution technologique qui va impacter la vie de tout le monde, mais qui va entraîner un effondrement des cours en bourse. Premier exemple. Deuxième exemple, que vous connaissez très bien dans l'histoire, c'est la révolution industrielle. Début du XXe siècle, l'automobile qui se développe, qui remplace le cheval, l'avion qui petit à petit va remplacer le bateau, les machines agricoles qui vont remplacer le cheval, bah, aussi l'automobile qui remplace le cheval, le train, tout ça va provoquer une envolée de la productivité, c'est-à-dire qu'avant, il fallait des milliers d'agriculteurs, de paysans pour moissonner, pour semer. À partir des années 20, notamment aux États-Unis, bah, une machine agricole pouvait labourer, semer sur des chantiers. Et donc, à la fin des années 20, en fait, il suffit d'une poignée de paysans pour cultiver des dizaines d'hectares de terrain grâce aux machines agricoles. Cela va générer une surproduction de produits alimentaires. Je vous rappelle que pendant des siècles, on mourait de faim. Hein, la famine, c'est quelque chose qui... Et à partir du XXe siècle, eh ben, en fait, on a commencé à souffrir d'une surproduction agricole et d'une surproduction industrielle. Si bien qu'à la fin des années 20, bah, il y avait du lait, du maïs, du blé à ne plus savoir quoi en faire. À part en Union soviétique sous Staline avec la collectivisation où là, ça a créé des famines, mais dans les pays capitalistes, on s'est retrouvé avec beaucoup trop de produits et trop peu de consommateurs. On a eu une crise de surproduction qui a entraîné, qui a été à l'origine du krach très connu de 1929, suivi de la Grande Dépression. Donc la crise de 1929 et la Grande Dépression, ce sont des crises déflationnistes. Ce sont des crises de surproduction liées à une envolée de la productivité. Donc voilà. Donc là, vous avez révolution automobile, révolution enfin, industrielle qui a entraîné la plus grande crise boursière connue à ce jour, qui est la crise de 1929. Exemple plus récent, une révolution, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Moi, j'ai connu quand j'étais collégien, pour aller en Angleterre de la France, il fallait aller prendre le bus jusqu'à Calais, de Calais prendre le ferry jusqu'à Douvres, et ensuite de Douvres, reprenez un bus pour aller à Londres. Aujourd'hui, avec l'Eurostar, passez sous la Manche, vous arrivez en Angleterre. En 2 heures, 2 heures et demie, c'est réglé. Alors qu'avant, il fallait une journée quasiment de voyage. Donc ça c'est une révolution. C'est la plus grande révolution qui a été créée, une révolution industrielle, matérielle. La société responsable de cela, c'est Eurotunnel. Eurotunnel qui a créé ça. Bah, l'action Eurotunnel, où des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont investi pour préparer leur retraite, ils se sont dit, bah, c'est le tunnel sous la Manche, on va investir, c'est un investissement bon père de famille, on va investir dedans. Catastrophe boursière, l'action Eurotunnel a vu ses cours divisés par 100. Hein, 100. Donc quelqu'un qui a investi 100 euros sur Eurotunnel, à la fin, il n'avait plus que 1 euro. Donc, une révolution technologique historique qui a abouti à une catastrophe boursière sans nom.
Plus récent, la révolution Internet. Révolution Internet, la mise en place de l'informatique, l'Internet pour tout le monde, la téléphonie, etc., etc. Vous avez vu, c'est quoi la conséquence boursière? Ça a été le crack Internet des années 2000. Encore plus récent, révolution financière. Bill Clinton trouvait que c'était pas normal que des dizaines de millions d'Américains ne puissent pas accéder à la propriété. Donc Bill Clinton et les démocrates voulaient une Amérique des propriétaires. Problème, comment quelqu'un qui est au SMIC peut avoir accès à des maisons de 500 000 euros? Qu'a fait Bill Clinton? Il a insufflé une révolution, cette fois-ci une révolution financière, où les banques pouvaient, grâce à la titrisation, grâce à la création de produits complexes, que rend possible justement la technologie informatique, bah, on a pu créer des produits pour permettre aux banques de prêter 500 000 euros à quelqu'un qui gagne le SMIC. Et ce système a perduré pendant des années et des années et des années. Et là, vous avez le miracle américain avec un smicard qui se retrouvait à la tête d'un château, d'un mini-château. Sauf que, bah, là encore, cette révolution financière a entraîné un effondrement des crédits subprime quand les taux ont augmenté, suivi bah, de la crise 2007-2008, puis la crise de la zone euro en 2011. Donc, vous voyez, à chaque révolution, vous avez forcément un crack à l'arrivée. Et donc, la question, c'est on a une révolution IA. Je vous ai montré trois exemples comment l'IA peut révolutionner le monde des particuliers, le monde de la gestion de patrimoine et le monde des travaux, de la mécanique. Et donc, la question, c'est est-ce que cette révolution de l'IA, est-ce qu'elle va être suivie d'un crack technologique? Et là, je vous donne normalement la réponse. Vous avez vu l'histoire, hein, même en remontant à plusieurs siècles d'IA, on va avoir de très très fortes secousses boursières. De très très fortes secousses boursières. On va avoir un crack, on l'appellera un crack, un mini crack, un crack rampant, on l'appellera ce que l'on veut, mais on va avoir une chute sur les marchés. On va avoir une chute sur les marchés. La question, deux questions se posent. Première question, quand? Ça, je suis incapable de vous le dire. Enfin, si je le savais exactement, bah, là, je peux devenir je peux devenir milliardaire en quelques semaines. Donc, la réponse, on ne sait pas. Je pense que les marchés eux-mêmes ne le savent pas. Donc, deux questions. C'est un, quand? Quand est-ce qu'on aura une violente correction sur, sur les bourses? Et deuxième question, est-ce que cette correction va être passagère et ou est-ce qu'elle va entraîner une crise comme en 1929? Et là, la réponse, elle va dépendre des autorités monétaires. Elle va dépendre des autorités monétaires. Donc, petit rappel historique. Donc, cette vidéo, vous voyez, elle est assez complète, hein. On passe de l'histoire à l'IA, l'utilisation de l'IA. Alors, dans les années 30, en fait, dans les années 30, qu'est-ce qui a transformé une crise boursière, comme le monde en a vu, en dépression? C'est que à l'époque, donc il y a un siècle, les autorités monétaires ont laissé faire. Donc à l'époque, à part en Union soviétique sous Staline, à l'époque, le gouvernement, le président Hoover, considérait que c'était normal que bah, les personnes qui se sont enrichies durant les années 20 se prennent un coup de bambou dans les années 30 et que de toute façon, la prospérité était au bout du chemin. Donc je reprends les termes du président Hoover, la prospérité est au bout du chemin. Et donc, qu'ont fait les autorités monétaires à l'époque? Elles ont laissé les marchés se péter la gueule. Donc, les bourses avaient beau perdre 10-15% par jour. Parfois, on avait on avait des bourses qui perdaient tous les jours 10%, 10%, 10%, 10%. Et cela a entraîné un effondrement des patrimoines des plus riches. Un JP Morgan, Rockefeller, ils ont été laminés par la crise de 1929. On a eu un effondrement des patrimoines des plus riches, une misère sociale. Hein, vous avez les queues
les queues des personnes dans les soupes populaires et fait un rééquilibrage des patrimoines entre les plus riches et les plus pauvres avec un nivellement vers le bas. C'est-à-dire que les milliardaires se retrouvaient millionnaires, les millionnaires n'avaient plus que quelques dizaines de milliers d'euros à la banque et ceux qui avaient que quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques milliers d'euros à la banque, ils étaient aux soupes populaires pour ne pas mourir de faim. Là est arrivée la Deuxième Guerre mondiale avec son florilège d'horreur, la Shoah, etc. C'est de l'horreur, des bombardements, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu la reconstruction, les Trente Glorieuses, avec une intervention massive de l'État pour financer tout ça, conjuguée à une hausse des impôts qui a commencé d'ailleurs avant, hein, sous Roosevelt, avec des impôts sur les plus riches qui sont passés de 10% en 1929 sur les plus riches à 90%. Si bien que à la fin de ce méga cycle qui va de 1929 à 1979, donc 50 ans, avant l'arrivée de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, qui vont recréer une nouvelle rupture, à la fin de ce grand cycle de 50 ans, bah, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, qui était avant 1929, qui était de 1 à 100, voire à 1 à 1000, il est passé de 1 à 3. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant les Trente Glorieuses, les pauvres sont massivement sortis de la pauvreté, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça les Trente Glorieuses, mais les plus riches ne se sont pas forcément enrichis pour autant, ce qui avait une forte fiscalité. Sous Roosevelt, enfin, les États-Unis, de 1929 à 1979, il y avait des tranches marginales d'imposition à 90% sur les plus riches. Aux États-Unis, je parle même pas de Staline, de l'Union soviétique, hein, je parle des États-Unis d'Amérique. Et donc, en fait, à la fin des années 70, on a eu des écarts de richesse qui se sont effondrés via une combinaison, hein, krach boursier de 1929, les autorités monétaires qui laissent la bourse se péter la gueule, les, euh, les autorités politiques du monde entier qui mettent des impôts à 90% sur les plus riches, la Deuxième Guerre mondiale qui détruit un grand nombre de villes, et la reconstruction financée par l'État qui crée du travail pour les plus modestes. Voilà. Et c'est ce méga cycle-là qui a vu finalement quelque part une redistribution des richesses. Je veux dire, Mélenchon rêve d'un grand soir de redistribution des richesses. Ben, en fait, c'est ce qui s'est, on l'a déjà vu entre 1929 et 1979. Au prix, évidemment, d'horreur. Hein. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une catastrophe. Hein. Mais cette redistribution a eu lieu. Donc, en fait, de deux choses une. On sait qu'il va y avoir une correction. Quand, ça, j'en sais rien, mais il y aura une correction. Et la deuxième question, c'est si les autorités monétaires laissent le marché se stabiliser, enfin, laissent le marché agir, là, je vous mets même à couper que bah, le Nasdaq, il peut perdre 80% de sa valeur. C'est pas choquant. Sauf que, effectivement, il y a de grandes chances que les autorités monétaires décident d'intervenir pour empêcher une crise boursière de prendre trop d'ampleur. Donc il y a des chances que, en fait, dès lors que les marchés commenceront à baisser, que les banques centrales se mettent à imprimer tout ce qu'il faut pour empêcher les actions de trop baisser. Donc ce qui va permettre bah, aux riches comme Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault, Monsieur l'Archevêque, Monsieur Musk, finalement de rester riches. Parce qu'évidemment, si les banques centrales injectent des trillions de dollars pour empêcher les bourses de s'effondrer, bah, quelque part, vous allez empêcher les grandes fortunes de perdre leur patrimoine. Donc, ça va permettre de sauver ces grandes fortunes. Ça va permettre aussi aux retraités américains de sauver leur retraite, puisque aux États-Unis, ils sont dans un système de retraite par capitalisation. Donc, quelque part, ça va permettre de renflouer les fonds de pension. Et enfin, ça va permettre aussi, si les banques centrales se mettent à imprimer tout ce qu'il faut, bah, de mettre en place ce qu'on appelle le revenu universel pour sauver, bah, pour permettre bah, les gens qui ont des emplois, bah, pour leur permettre de vivre du revenu universel. Alors, pour moi, vous me connaissez, moi je pense que c'est une mauvaise solution. Moi je pense qu'il faut laisser
Il faut laisser la nature faire. Il faut laisser. C'est très bien qu'il y ait une révolution de l'IA. Il va y avoir des gains de productivité. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître. Hein, les avocats, typiquement, quand vous payez 500 euros d'honoraires pour un avocat qui va vous dire, bah, écoutez, pour répondre à votre problème, il y a l'article, tel article, tel article, tel article de loi. Voilà la solution. Bah, vous allez payer 500 balles. Bah, là, avec l'IA, l'IA va aller chercher elle-même les textes de loi et va vous proposer une solution. Donc, il y a beaucoup d'avocats qui vont se retrouver sous le carreau. Pareil pour des CGP, pareil, voilà, CGP, bon, bah, beaucoup de CGP qui font des calculs, bah, l'IA, elle est capable de faire des calculs. Donc, vous allez avoir une énorme destruction, en fait, d'emplois, mais euh, ça ne remplacera pas le talent commercial, le talent oratoire de la personne. Parce que bah, un avocat qui est capable d'aller devant un juge et de plaider la cause de son client, ça, l'IA, elle aura beaucoup de mal à remplacer la joute oratoire de cet avocat-là. Pareil pour le CGP, un conseiller en gestion de patrimoine qui est humain, qui est sympa, euh, euh, qui se préoccupe de ses investisseurs, qui les suit, qui les accompagne, qui leur passe des coups de fil, qui échange avec eux. Bah, a priori, pour ces gens-là, qui sont un peu, qui ont aussi du charisme, bah, pour ces gens-là, euh, il y a peu de chances que ces personnes-là perdent leurs clients. Par contre, vous avez beaucoup, effectivement, de conseillers voilà, qui sont limite en mode répondeur, en mode robot. Bah, effectivement, je me mets à la place de l'investisseur. Quel intérêt de payer des centaines d'euros d'honoraires par heure passée par le CGP pour proposer des solutions quand l'IA, en 10 minutes, peut vous proposer des solutions. Donc, vous allez avoir tout un tas de métiers qui vont disparaître, notamment les métiers du tertiaire, des services, les comptables, des CGP, des avocats, des secrétaires, voilà, qui vont malheureusement disparaître. La question est de savoir quoi ces métiers seront remplacés. Parce que l'histoire a montré que chaque révolution pompéterienne, donc destruction, création, création, destruction, qui va détruire des emplois, bah, d'autres emplois vont être créés. Quand la révolution industrielle a éclaté, bah, la plupart des métiers du cheval ont disparu. Le cheval aujourd'hui, c'est un loisir, mais d'autres métiers sont apparus. Mécaniciens, garagistes, cheminots pour les trains, etc., etc. Donc là, la question est de savoir bah, quels métiers vont apparaître suite à la révolution de l'IA. Là encore, c'est une question. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, donc assez longue, j'en m'en excuse, mais je pense qu'il sera assez riche d'enseignements. Donc voilà, plusieurs questions à se poser. Alors déjà, il y a des choses que l'on peut affirmer. Est-ce que l'IA, c'est une vraie révolution ou est-ce que c'est des bullshit? La réponse est clairement, l'IA, c'est une révolution. Deuxième question, est-ce que révolution technologique implique croissance boursière infinie? Là, je peux vous répondre, la réponse est non. La réponse est non. L'histoire le montre, à chaque révolution technologique, vous avez d'abord une bulle boursière suivie d'un crack boursier. La réponse, clairement. Troisième question, est-ce que la révolution de l'IA va provoquer des destructions d'emplois? La réponse, elle est clairement oui. Des tas de métiers vont disparaître ou vont devoir se réformer en profondeur. Quatrième question, est-ce que il va y avoir de nouveaux métiers? La réponse est oui, comme toujours. Cinquième question, et là, ça va être plus compliqué. Quels seront les nouveaux métiers qui vont remplacer les anciens? Là, pour être transparent avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quels seront les métiers de 2035, de 2040, de 2050. Ça, je ne sais pas. Cinquième question, est-ce que quand est-ce que le crack, la correction boursière va avoir lieu? Je ne sais pas. Si je le savais, je serais milliardaire. Et enfin, dernière question, est-ce que la correction boursière qui aura lieu, est-ce qu'elle va se transformer, est-ce qu'elle sera passagère ou elle va se transformer en crack comme en 1929? Là encore, je ne sais pas. Par contre, je peux vous dire que cela dépend
d'un acteur qui sont nos politiques et nos banques centrales. Si les politiques et les banques centrales n'interviennent pas et laissent l'économie s'autoréguler, je peux vous certifier que l'on aura un crack comme en 1920, que on aura moi, ça me choquerait pas de voir le CAC 40 passer de 8000 points à 2000 points, voir le Dow Jones passer de 47 000 points à 15 000 points. Si les autorités monétaires laissent les choses. Maintenant, il y a de grandes chances, et là, que les autorités monétaires impriment euh, autant de billets qu'il faut pour empêcher le crack de se faire. Voilà. Donc, deux choses l'une. Si les autorités monétaires laissent le marché s'autoréguler, on aura un crack d'une ampleur titanesque. Et ce ne sera pas la fin du monde, ça fait partie de la vie économique. On a eu le crack de la tulipe, la bulle de la tulipe, la bulle des compagnies maritimes au XVIIe siècle, la crise Internet, la crise des subprimes, la crise de 1929, le crack de 87, la crise de la tequila. Enfin, on en a eu de crises. Donc, si on laisse, si les marchés, les pouvoirs politiques laissent les choses faire, il y aura un crack énorme. Mais il y a des grandes chances, je peux me tromper, que malheureusement, dès que les marchés vont commencer à baisser, direct les banques centrales vont se mettre à imprimer pour empêcher le crack de purger, qui est une purge. Hein, vous avez vu toutes les entreprises autour de l'IA, hein, donc Monsieur l'Archevêque, avec sa société Mistral, c'est énorme ce qu'il a fait. Mais vous avez énormément d'acteurs de l'IA. Et si 10 ans, normalement, 90% de ces acteurs devront disparaître. Peut-être que Monsieur l'Archevêque en fera partie, j'espère pas pour lui, mais c'est normal, ça fait partie de la destruction créatrice. Mais est-ce que les autorités monétaires et politiques, est-ce qu'elles accepteront cette destruction créatrice? Voilà. Et ça, c'est une question. Moi, si j'étais politique, je laisserais, s'il y a des emplois qui doivent disparaître à cause de l'IA, je laisserais ces emplois disparaître. Par contre, j'accompagnerais dans la formation toutes ces personnes licenciées à se reformer pour refaire un nouveau métier. Alors moi, en tout cas, si j'étais à la tête de nos institutions politiques et monétaires, c'est ce que je ferais. Il faut sauver les employés pour leur permettre de retrouver un emploi, mais il ne faut pas s'acharner à sauver des emplois. Un emploi qui doit disparaître parce qu'il y a une révolution numérique, il faut le laisser disparaître. Si demain le métier de conseiller, et là, je prêche pas pour ma paroisse, si demain le métier de conseiller en gestion de patrimoine doit disparaître parce que l'IA est capable de faire ce qu'un CGP fait, laissons le métier de CGP disparaître. Laissons les conseillers se retrousser les méninges pour se réinventer, pour se reconvertir. Ne cherchons pas à sauver à tout prix les emplois. Il faut laisser l'économie souffler, laisser l'économie respirer. Voilà. Malheureusement, je crains que nos autorités politiques vont tout faire pour sauver les niches de certains, alors que bah, les révolutions doivent s'accompagner de destruction créatrice. Voilà. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Donc c'est une longue vidéo. Je vais essayer dans les commentaires de mettre de chapitrer cette vidéo pour vous permettre d'aller consulter la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus. Mais je devais vous faire une longue vidéo qui dure. Je m'en excuse, mais pour vraiment creuser l'IA. Voilà, c'est creuser l'IA et vraiment développer les impacts de l'IA sur votre vie, sur les entreprises, sur vos emplois, sur l'économie, sur la bourse, et voir un peu quel pourrait être le futur. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc moi, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente fin de week-end, un très bon début de semaine si vous voyez la vidéo le lundi, un très bon pont si vous prenez votre congé le lundi pour profiter de ce week-end prolongé. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une vidéo sur les marchés. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.